Eh bien, bonsoir. Et bonsoir. Alors, continuons notre parcours sur la croix cardinale, c'est-à-dire la croix des signes de début de saison. La dernière fois, on a travaillé avec le Capricorne, le premier signe de l'hiver, et on a vu trois notions. On a vu la notion de confiance en la vie, la notion de maîtrise mentale et la notion de responsabilité, dans le sens d'apporter des réponses. Donc ça, c'était avec le Capricorne. Avec le Bélier qui s'annonce, eh bien, il va y avoir des points communs entre ces deux énergies, vous allez sûrement le voir. Et c'est pas étonnant, et c'est pas seulement parce que c'est tous les deux des bêtes à cornes, mais c'est parce qu'ils sont tous les deux sur la même croix, la croix justement cardinale des signes de début de saison. Et on avait vu la fois dernière que les signes d'une même croix, en fait, travaillent les mêmes qualités. Ils travaillent des qualités semblables. Une croix travaille un ensemble de qualités. Et notamment, je ne vais pas toutes les refaire, on les a répétées plusieurs fois, mais j'ai insisté parce qu'on va y revenir ce soir, la notion de plan et de mental sont très associées à cette croix des signes de début de saison. Et en ce qui concerne le plan et le mental, le bélier, il nous propose trois choses. Donc là, je vous ai mis le symbole du bélier, et il nous dit, fondamentalement, il y a un plan. Ce plan, il se manifeste par des lois et il doit s'incarner, se mettre en forme, se manifester partout sur la Terre, jusqu'en bas. Et qui c'est qui est chargé de ça? C'est l'humanité intermédiaire entre le plan et le monde du bas, entre le haut et le bas. Et intermédiaire, elle est chargée de mettre en œuvre ce plan par le mental. Voilà les trois idées principales du bélier. Et bien voilà, la conférence est terminée. Au revoir. C'est l'ensemble de la conférence. On va simplement développer ces points-là. Revenons sur le plan, la notion de plan. Qui dit plan dit projet, dit intention, dit direction, consciente. Un plan, c'est élaboré consciemment, un projet, c'est élaboré consciemment par un être conscient. La majorité des gens, ils sont conscients qu'un individu, un être conscient, peut avoir un plan, peut mettre en œuvre un certain projet, sans problème. Ça, c'est imaginable. Par contre, la majorité des gens ne conçoivent pas que l'univers, comme on avait vu la dernière fois, on avait parlé, si vous vous souvenez, la vie une, ce grand univers, est un possible plan. C'est inimaginable. Ni même d'ailleurs un système solaire, une planète, une étoile, une galaxie ou quoi que ce soit. D'autres, par exemple des croyants, cet univers, ce grand univers, ils pourraient imaginer qu'il y a un plan. D'ailleurs, ce grand univers, souvent, ils sentent quand même un être conscient derrière. Ils l'appellent Dieu. Dieu qui fait partie de cet univers et qui aurait un plan, mais ces plans nous sont complètement inconnus. D'ailleurs, vous avez déjà tous entendu, les desseins de Dieu sont impénétrables. On ne peut pas pénétrer tellement c'est gigantesque et c'est grand. Bon. Les scientifiques, les scientifiques ont une approche par les lois. Ça aussi, on l'avait vu la fois dernière avec le Capricorne. Et à force de percevoir que ce grand univers est régi par des lois, eh ben, ils en arrivent même certains à dire que Dieu ne joue pas au dé. Sous-entendu que plus on comprend et on saisit ces lois de l'univers, moins on peut s'empêcher de penser qu'il y a une intelligence, une grande intelligence derrière tout ça. Et quand on travaille justement la vie intérieure, la vie de l'âme, quand on se reconnaît de plus en plus en tant qu'âme, on perçoit que déjà derrière soi-même, derrière cette forme, il y a un être conscient, il y a une âme. Et de plus en plus que derrière toutes les autres formes, il y a la présence de l'âme, la présence de l'être fondamentalement conscient. Conscient de bien plus que ce petit corps physique. Et ça nous amène, par la loi d'analogie, à sentir que dans toutes les formes de vie, même gigantesques, il y a une âme. Ce que certains appellent Dieu, de cette grande forme, de ce grand organisme qu'est l'univers, nous, on pourrait le percevoir simplement comme l'âme une, l'âme de l'univers. Mais pareil, derrière un soleil, derrière une planète, voilà, ça serait des sortes de dieux à différents niveaux. Et on fait partie tous de ce grand organisme, comme on avait vu aussi la dernière fois. Mais c'est vrai que
au niveau de l'âme de l'univers, les dessins, les plans de cette âme-là sont impénétrables en effet. C'est tellement éloigné de notre petite conscience. Ça aussi, c'est quelques rappels qu'on avait vus un petit peu dans le Capricorne. C'est tellement éloigné que, en effet, ces dessins, ces plans sont impénétrables. Par contre, plus localement, au niveau de la planète Terre, dans laquelle nous avons le mouvement, l'être et la vie. Alors je m'arrête un tout petit peu sur ce point, le mouvement, la planète Terre, l'organisme dans lequel nous avons le mouvement, l'être et la vie. C'est intéressant, des fois on y passe comme ça un peu rapidement, mais la notion d'avoir le mouvement, c'est-à-dire que notre propre mouvement est inséré dans le mouvement de cet organisme planétaire. C'est intéressant. D'ailleurs, on a beau nous-mêmes croire que finalement, nous, on fait ce qu'on veut, on peut prendre notre voiture, un avion, un train, aller dans tous les sens, mais si on réfléchit et si on percevait vraiment, mais finalement, on ne fait que suivre le mouvement de la Terre qui tourne autour du Soleil et qui elle-même avance dans l'univers. On vit dans ce mouvement de la Terre, dans lequel nous avons le mouvement, la vie. La vie, c'est-à-dire que la vie de la planète, c'est pareil. Tous ces mouvements de vie, que ce soit ces grandes périodes glaciaires par lesquelles elle est passée, ça peut être des grands tremblements de terre au moment des dinosaures ou peu importe, et puis il peut y avoir peut-être toute la vie de la planète, mais on est complètement tributaire et complètement dans la vie elle-même de cette planète. Son être pareil, son être, imaginons son être au moment où il s'arrête de s'incarner dans cette planète, ce que nous on appelle la mort, par exemple. Imaginons que ça soit demain, ben d'un coup, pouf, nous c'est pareil, on dépend complètement, on a l'être au sein de cet être-là. C'est intéressant de réaliser combien on est complètement, on n'est pas du tout séparé de cette planète-là, on est complètement interdépendant, on a le mouvement, la vie et l'être au sein de cet organisme. Ça c'est vraiment une notion très intéressante. Et du coup, on est très relié. Et on est relié, alors c'est sûr qu'on est aussi relié à l'univers, mais cette liaison est tellement loin qu'on ne peut rien en dire. Par contre, de cet organisme-là, là oui, les dessins peuvent être de plus en plus pénétrables. C'est ce que nous enseigne le bélier. Le bélier il nous dit justement, le but c'est justement, ça va être de commencer à saisir de plus en plus mentalement les plans de cet être dans lequel nous avons le mouvement, la vie et l'être. Et il nous dit, c'est pas le plan de l'univers, c'est pas le plan de galaxies, c'est pas le plan d'organismes encore plus grands dans lequel on se trouve, c'est celui de la planète Terre, qu'on pourrait nommer un peu notre Dieu local. Finalement, c'est ça. C'est pas le grand Dieu, c'est le Dieu local dans lequel nous sommes inscrits, nous nous inscrivons. Bon, et duquel nous sommes complètement aussi issus. Bon, un point intéressant sur la notion donc de plan. En ce qui concerne les lois, je vous disais que ce plan justement s'exprime par des lois, eh bien, là c'est pareil, les ésotéristes, alors c'est un mot souvent qui fait peur, mais c'est simplement on va dire les scientifiques de la vie intérieure, les scientifiques de l'âme, donc qui recherchent par rapport à ça, qu'on appelle ésotéristes, nous apprennent que justement l'âme de toute chose a aussi, le monde de l'âme a aussi ses lois. Tout comme le monde de la matière, le monde des formes a ses lois, ça c'est les scientifiques de la matière, les scientifiques de l'extérieur qui nous le rappellent, et on l'avait vu l'année dernière, la fois dernière. Mais les ésotéristes nous disent, mais non, mais en correspondance, le monde de l'âme a aussi ses lois. On n'appelle pas les lois de gravitation ou les lois d'électromagnétisme, mais par exemple, il y a les lois, je vous ramène à la conférence de 2017 Vivre ensemble, où on a vu un peu les lois de l'âme, et il y avait notamment, on a parlé de la loi de don, la loi d'impulsion magnétique, la loi de service, la loi de répulsion, la loi de progrès de groupe, donc qui sont comme ça des lois de l'être fondamental et de toute âme fondamentale. Et ces lois-là, elles sont chapeautées, on va dire, par une grande loi qui est la loi d'amour-unité. Intéressant. Autrement dit, ça voudrait dire que le plan de l'âme planétaire, de ce Dieu local, de l'être dans lequel nous avons notre être, eh bien son plan, c'est justement d'amener cette loi d'amour partout sur la Terre, d'imprégner complètement toute la substance de cela. Elle s'est incarnée pour cela. Vous allez me dire, non, il a encore du boulot, la planétaire, parce que vu, on va dire, le peu d'amour qu'il y a actuellement, rien que dans les relations humaines,
un peu d'unité. Euh, est-ce que, bon, cette hypothèse est intéressante, mais bon, ben oui, mais en fait, il ne faut pas oublier que l'être planétaire, il n'est qu'à la moitié de son projet, il n'est qu'à la moitié de sa vie. Il a 4, certes, il nous paraît âgé, il a 4,5 milliards d'années, ce qui pour nous paraît énorme, mais lui, c'est la moitié de sa vie. C'est la quarantaine. Et, et du coup, il a encore 4,5 milliards d'années à vivre. Ça, on le sait, jusqu'à ce que l'être dans lequel lui-même il a le mouvement, l'être et la vie, c'est-à-dire le système solaire, justement, et le Soleil, deviennent une géante rouge. Qu'une fois qu'il a épuisé tout son hydrogène, et puis qu'il engloutisse, on le sait très bien, la Terre, Vénus, Mars et Mercure. Et donc là, ce sera la fin de ce projet planétaire-là. Bon, l'être ne meurt pas, puisque comme tout être, c'est l'organe, c'est simplement le corps physique de la planète qui mourra, puis un autre projet aura lieu à un autre endroit. Mais c'est l'intermédiaire du projet. Donc c'est normal on ne voit peut-être pas encore l'unité complètement partout. C'est comme si nous, on décidait de faire un village, on avait un projet, on avait décidé de faire un village comme ça, où vraiment réside le calme. Bon, voilà, c'est un projet qu'on peut avoir. Et puis, bon, ben, on se met en chantier, les engins qui arrivent, vous imaginez, si vous avez jamais vu des gros chantiers, ça peut être vraiment très bruyant, beaucoup de monde, puis il y a quelqu'un qui arrive et qui dit ah ben c'est ça ton projet de calme, et t'as les camions, t'as t'as un bruit assourdissant. Mais oui, mais c'est en cours le projet. Ça ne veut pas dire que là tu ne le vois pas, mais c'est en cours. Et ça sera. Un point, c'est tout. Mais c'est pareil. Le projet planétaire, il a cette même intention dès le début de sa naissance et il sait que ça se fera. Intéressant peut-être de se dire, mais du coup, tu me parles d'une loi. C'est intéressant de rappeler qu'une loi, qu'est-ce que c'est? Une loi, c'est on peut la définir comme un, comment dire, on va dire un courant de vie, une énergie de vie. On parlait la dernière fois d'un souffle des vies. Vous vous souvenez, ce grand souffle qui avait lieu, qui a donné naissance à tout ça. Et c'est une sorte de souffle de vie, de courant de vie, d'énergie de vie qu'impose un organisme à l'ensemble de ses parties. Je redis, un courant de vie, un souffle de vie qu'impose un être, un organisme, à l'ensemble de ses parties constituantes. Donc, voilà, il sait que, un peu comme la loi de gravité au niveau formel, elle s'impose, c'est une loi, elle s'impose à l'ensemble de tout ce qui existe sur la planète, qu'on le veuille ou non. Mais la loi d'amour, c'est la même chose. Elle s'impose de partout. Alors, là, vous allez peut-être vous poser la question, oui, mais est-ce qu'on le voit ça? Tu nous dis ça, autant la gravité, on le voit bien. On peut le voir si on sait le regarder, j'allais dire. Parce que c'est pas évident, en effet, de le voir dès le départ, ou alors il faudrait faire des recherches précises, mais bon, ça serait intéressant d'ailleurs de s'y pencher. Mais prenons, disons, en ce qui concerne l'humanité, qui est arrivée sur Terre il y a à peu près, soi-disant en tout cas, d'après les scientifiques, il y a à peu près 2 millions d'années. Et euh, bon, au départ, l'humanité n'était pas du tout unifiée. Il y avait quelques petits groupes comme ça, des petites familles, qui vivaient un petit peu comme des clans, comme des animaux, mais ils ne se connaissaient pas du tout. Ils n'avaient pas du tout conscience et connaissance de l'existence d'autres clans. Ils se rencontraient de temps en temps, et puis ils faisaient la guerre. Au fur et à mesure, ils ont commencé à se regrouper. C'était plus sûr pour eux, en petits villages. Et puis, voilà, de villages, ça unifiait un peu. Sous la pression de cette loi d'unité, ben, ils se sont unifiés. Mais c'était encore, voilà, les autres villages étaient inconnus. De l'autre côté de la vallée, ils ne se connaissaient même pas. Ils n'avaient même pas existence. Ils parcouraient quelques kilomètres, mais pas plus. Et puis, ils se sont unifiés comme ça. Après, de plus en plus, de village en village, ils se sont rencontrés. Et ça a fait des villes. Et de ville en ville, ça a fait des pays. Et puis après, on a commencé à se rendre compte qu'il y en avait dans d'autres continents. Ça a donné des nations, puis des regroupements de nations, comme le Commonwealth, comme l'Europe. C'est absolument énorme. Des États qui se sont fédérés dans les États-Unis. Donc on sent sous la poussée de cette loi d'amour, d'unification, ça a uni comme ça l'humanité. Et on pourrait dire qu'à terme, ça va l'unifier complètement. Même au niveau de la conscience, c'est se rendre compte qu'il y a une humanité, une, et qu'on se vit comme telle. C'est pas encore tout de suite, mais c'est en cours. Et c'est intéressant d'observer cela, malgré toutes les guerres, malgré toutes les séparativités qu'il y a encore. Mais c'est un projet qui est en cours sous cette loi d'amour. Ça me fait penser
on a toujours du mal à avoir derrière les événements du temps, justement, cette notion d'amour qui pousse. Et ça me fait penser, j'ai le souvenir d'un podcast de Bernard Guetta, pour ceux qui connaissent, qui est un spécialiste de géopolitique, et qui montrait, donné à l'appui, combien malgré tout ce qui n'allait pas, toutes les crises, toutes les guerres, tout ce qui n'allait pas vraiment dans notre société, et Dieu sait s'il y en a des choses qui ne vont pas, eh bien, il était indéniable qu'il y avait une évolution absolument gigantesque en ce qui concernait les droits des hommes, les rapports hommes-femmes, dans l'éducation, dans plein de domaines de la société. Mais il fallait le regarder. Et bien souvent, on a du mal à écouter, il y a un proverbe qui dit ça, à écouter la forêt qui pousse au sein du bruit des arbres qui tombent. C'est tellement plus facile de voir et d'écouter ce qui fait du bruit, mais de voir lentement la pousser à l'arrière-fond, ça demande une acuité différente. D'où le titre aussi de ce soir, Silence, ça pousse derrière. La loi d'amour, le plan d'amour pousse, quoi qu'il en soit. Je vous disais que je parlais de l'humanité, donc on a observé un peu l'humanité. C'est intéressant parce que, une petite parenthèse, mais on a la présence de l'humanité, donc qui est arrivée sur la Terre, hein, qui est arrivée il y a 2 millions d'années, ce qui est très, très, très récent dans l'histoire des 4,5 milliards d'années. Mais c'est tout juste maintenant qu'on nomme l'arrivée de l'humanité sur la Terre par un nom particulier qu'on appelle l'Anthropocène. Vous avez sûrement déjà entendu. Anthropo, c'est homme, et scène, ça vient du mot scène, justement. C'est l'humain, l'homme, l'humanité, qui rentre en scène sur la planète. Intéressant, c'est-à-dire que on a nommé cette... parce que justement, elle avait maintenant un pouvoir créateur absolument gigantesque, qu'elle n'avait pas avant. Avant, elle était relativement insignifiante, en fait. Elle vivait comme les autres animaux, et puis elle avait très peu de pouvoir créateur. Du coup, il y avait très peu d'impact sur la planète, mais maintenant, elle a un impact absolument énorme, et du coup, on a nommé cette période l'Anthropocène. Alors, c'est avec une connotation assez négative, parce que c'est tout l'impact négatif, quelque part, qu'elle peut avoir sur l'écosystème. Et Dieu sait si elle en a. Et à juste titre, pour l'instant, on la reconnaît, l'humanité, pour son impact un peu négatif par rapport à l'ensemble de la planète et de l'écosystème. On y reviendra. Donc ça, c'est cette notion justement d'anthropocène, donc l'arrivée de l'humanité sur la scène de la planète. Et qu'est-ce qui fait que ce pouvoir créateur est si puissant? C'est impressionnant quand même de se rendre compte qu'à un moment donné, là, on en arrive à cette créativité. Mais comment ça se fait? Comment ça s'est développé, ça? En fait, il faut réaliser, et c'est le bélier aussi qui nous enseigne ça, l'énergie bélier, c'est que son pouvoir créateur lui vient justement du mental. C'est-à-dire que sans mental, il n'y a pas de créativité fondamentale possible. L'humanité crée à partir du mental. Mais même des petites choses, hein, il faut un caméscope, ben, il est créé à partir d'une idée. Il a fallu y penser, y réfléchir. Un radiateur, n'importe quoi, une société, un vêtement, tout. Une voiture, un avion, que sais-je, tout a été créé à partir du mental et des idées. Il faut y penser avant. C'est absolument énorme. Et tant qu'il n'avait pas ce mental développé, bon, on ne l'a pas reconnu, il n'avait pas d'impact sur la planète. Et d'ailleurs, le bélier, la phrase clé du bélier, c'est « j'avance et je régis du plan mental ». Je vous ai dit que chaque signe avait une phrase clé, hein, qui portait son énergie. Donc c'est j'avance et je régis du plan mental. Sous-entendu, l'âme avance, le plan d'amour avance et régit à partir du plan mental. Cette loi d'amour avance comme ça. Bon, là, pour le coup, pour l'instant, on peut se dire que l'humanité elle est rentrée en scène, mais comme elle est encore dans ses débuts, eh ben, elle avance et elle régit à partir du plan mental, peut-être, on verra, du petit mental, et ça crée plein de problèmes. Mais elle va apprendre à utiliser tout doucement, et c'est l'invitation du bélier, à utiliser son mental d'une manière bien supérieure pour entrer en scène d'une autre manière, pour le coup. Et c'est intéressant d'ailleurs de voir que cette autre manière, qui suit de plus en plus ce plan d'amour, qui doit le suivre de plus en plus, mais où on peut en déceler des traces, c'est-à-dire que déjà, de se rendre compte que toutes les évolutions fondamentales dans l'humanité, toutes les évolutions essentielles,
sociétales, que ce soit au niveau politique, économique, religieux, social, ont, ont à la base une idée. Ça, quand on réalise ça, c'est énorme. Euh, Par exemple, prenons la création de l'ONU, l'Organisme des Nations Unies, donc d'après-guerre. Mais à la base de ça, bon, c'est toute une organisation gigantesque, hein, puis avec des effets, même si elle n'est pas parfaite, quand même, mais à la base, derrière, qu'est-ce qui est à l'origine? Une idée. L'idée de paix d'après-guerre, portée par des gens comme Roosevelt, des penseurs, ou comme Churchill. Mais c'est ça qui est à la base, qui a été décliné ensuite. Voilà, cette idée, elle a été désirée de plus en plus, et puis elle a été mise en forme. Donc il y a un pouvoir qui vient à partir de là. L'ONU, mais par exemple, la Croix-Rouge, derrière, il y a l'idée de fraternité. Il y a aussi, par exemple, je sais pas, la Déclaration des droits de l'homme. Mais derrière, c'est pareil. Il y a eu des philosophes comme Rousseau, comme tous les philosophes de lumière, qui ont porté l'idée d'égalité. Et ça a donné naissance à la Déclaration des droits de l'homme et tout ce qui en découle derrière cela. À la source, il y a toujours une idée. Et pareil pour par exemple, le droit de vote des femmes ou la parité homme-femme. Mais derrière, il y a eu des philosophes merveilleux comme Simone de Beauvoir, qui a réfléchi et qui a pensé la notion de féminisme dans son essence, reprise même par Simone Veil, par exemple. Et ça a donné comme ça plein de manifestations. C'est énorme. Mais c'est grâce au pouvoir mental et à la lumière de l'idée. Et on pourrait trouver plein d'autres exemples comme ça. Du coup, c'est intéressant de s'interroger. On a vu un peu ce que c'était le plan, les lois, et du coup, les idées. Du coup, une idée, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, une idée? et, et pourquoi, d'ailleurs, ça émerge comme ça dans le mental, je vais citer certains philosophes, dans le mental comme ça de certains philosophes, de certains êtres humains, et pas dans d'autres. Parce que nous, on parle souvent, j'ai l'idée d'aller m'acheter un sac à main ou des plantes aujourd'hui, ou j'ai l'idée de construire ma maison de telle manière, ou j'ai l'idée de faire ci ou de faire ça, qui n'a rien à voir avec les idées dont je vous ai parlé, ces grandes idées. Mais pourquoi ça émerge chez certains, ces idées essentielles, en relation avec cette loi d'amour, et pas chez d'autres? C'est des questions quand même qui sont fondamentales. Et bien, pour répondre à cette question-là, il faut déjà comprendre euh, cette notion de mental. Qu'est-ce que le mental et comment ça fonctionne? Le mental, en fait, fondamentalement, euh, il sert à traduire les lois en idées, les lois fondamentales en idées. C'est un intermédiaire, c'est un traducteur. On l'appelle des fois d'ailleurs le grand intermédiaire. On dit que c'est l'intermédiaire entre les lois divines et le monde des hommes. Il a vraiment pour essence de capter ces lois, les traduire en idées claires, puissantes, vivantes, suffisamment claires et vivantes pour qu'elles soient reprises par la masse des gens, qu'elles soient désirées par la masse des gens pour pouvoir créer à partir de là. Donc un intermédiaire. Intéressant. Un intermédiaire. Et l'autre chose, c'est qu'il est aussi on appelle le sixième sens. C'est comme un sens. Comme les autres sens, comme les autres cinq sens, en fait, il capte des vibrations et puis il les transforme en informations. C'est-à-dire comme nos sens, par exemple les yeux, l'œil, il capte pas des couleurs. Les couleurs telles qu'on les voit n'existent pas. En fait, c'est simplement des vibrations, ça vibre sur certaines fréquences, et puis l'œil capte ces vibrations et les transforme en informations au cerveau sous forme de couleurs. Et les couleurs apparaissent. Et c'est pareil pour l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat, c'est exactement le même processus. Et donc nos cinq sens. Le mental, le sixième sens, l'intuition, le septième sens, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais le mental, il fait pareil, il va capter des vibrations et ça va se transformer, non pas en couleur, non pas en odeur, mais en pensée, en idée. C'est vraiment un traducteur, comme ça, un sens qui transforme cela. Bon. Et ce qui est intéressant, c'est que, je fais une petite parenthèse, mais fondamentalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est aussi bien les scientifiques de l'intérieur que les scientifiques de la matière, maintenant qui se sont accordés sur ce point-là, que tout est énergie.
Absolument tout est énergie, tout est vibration. Que ce soit ce corps, que ce soit cette pièce, que ce soit un chant d'oiseau, que ce soit nos émotions, les pensées, tout n'est que vibration. L'âme est vibration, l'univers est vibration, c'est que ça. Nous, on l'oublie complètement parce qu'on est tellement identifié aux formes physiques, on a l'impression de voir que tout est structure et il n'y a que ça. En fait, non. C'est toutes les conférences qu'on rappelle sur le corps éthérique, je ne vais pas les refaire, mais voilà, ça c'est vraiment la science qui nous apprend ça, que tout est vibration, tout est énergie, qualifié différemment. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que on peut classer, on pourrait classer en fait, pour s'y retrouver, deux types de vibrations qu'on pourrait dire les vibrations subtiles et les vibrations denses, ou les vibrations supérieures ou les vibrations inférieures, sans sens moral par rapport à ça, simplement pour se retrouver. Les vibrations supérieures étant les vibrations du cœur, les vibrations de l'être, les vibrations de l'âme, les vibrations oui, du plan ou des lois comme ça supérieures. Ça, c'est des vibrations supérieures. Et puis, les vibrations justement plus denses sont les vibrations des formes physiques, de l'émotionnel aussi, et de tout ce que nos cinq sens nous relaient, en fait. Tout ce que les cinq sens relaient au niveau du monde des formes, ben, tout ça sont des vibrations que le mental peut capter. Donc il peut soit capter des vibrations supérieures du monde de l'âme, soit capter des vibrations du monde de l'émotionnel. Et à partir de là, eh ben, va naître dans le mental des idées ou des pensées. Mais soit des petites idées, ah bah tiens, j'ai l'idée d'aller m'acheter ça, j'ai l'idée de faire ci, j'ai l'idée de faire mon petit projet, j'ai l'idée de... Voilà. Ou soit des idées fondamentales, des idées d'ordre du plan d'amour. Donc ça c'est intéressant. Finalement, ça ne vient pas du mental lui-même, ça vient de la source auquel le mental est connecté. Un peu comme un poste radio. C'est comme un poste radio, en fait, il a une antenne, et suivant son antenne, si elle est très puissante, elle peut capter des vibrations de haute fréquence, et automatiquement, eh ben, les paroles qui vont sortir, les idées, eh ben, ça va être des idées qui correspondent à cette haute fréquence, ça va être radio âme. Par contre, un poste de radio qui a une antenne qui capte que des basses fréquences, eh ben, il va capter toutes les fréquences de l'émotionnel, et ça va donner radio émotionnel. Ça va se faire en fonction de cela. Et à la question comment ça se fait justement que des idées fondamentales émergent dans le mental de certains et pas d'autres, tout à l'heure c'est ce qu'on posait comme question, eh bien c'est évident. C'est-à-dire que ça veut dire que certains humains se sont éduqués, ont éduqué leur antenne, ont éduqué leur mental à être fermement maintenus justement dans les vibrations supérieures. Et c'est simplement une éducation mentale. Sauf qu'on n'a pas l'habitude. Nous, le mental retombe tout le temps sur le monde des formes, le monde de l'émotionnel, et il traduit, et puis on vit à partir de là. On fait nos projets, on a des idées à partir de là, puis notre société, nous-mêmes, on vit à partir de là. Alors que d'autres personnes voilà, entraînent leur mental à capter d'autres vibrations et commencent à vivre selon des idées supérieures, des idées d'ordre de l'âme. Bon, peut-être de plus en plus du plan et des lois d'amour. C'est intéressant, on se dit, bah, tiens, du coup, le mental s'éduque. Comment on pourrait d'ailleurs faire nous-mêmes pour éduquer ce mental, pour pouvoir commencer à travailler un peu plus comme ça, puisque de là, justement, on va pouvoir faire descendre justement ces lois d'amour sous forme d'idées. C'est-à-dire que, aussi bien on a vu que le plan se manifestait par des lois, mais les lois, du coup, se manifestent par des idées, parce que les idées sont des... je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais les idées, du coup, sont des fragments de lois. On peut définir l'idée comme un fragment intelligible d'une loi. C'est-à-dire que fragment intelligible, c'est un petit bout d'une loi que l'on peut saisir par le mental et comprendre par le mental. Les lois sont tellement... C'est tellement grand une loi, c'est tellement global, c'est difficile à comprendre. Par contre, on peut en saisir des petits bouts. C'est ce qu'on appelle les idées. Et c'est-à-dire, par exemple, la loi d'amour, elle est gigantesque. C'est pour comprendre la loi, fondamentalement ce que c'est la loi d'unité, c'est énorme. Mais des idées, comme je vous dis, la fraternité, la paix ou l'égalité, comme on disait, eh ben, c'est des petits bouts, des petits fragments de la loi d'amour que le mental a saisi.
coup, c'est pour ça qu'on peut dire que le plan s'exprime par des lois, et les lois s'expriment par des idées que le mental peut capter pour mettre en œuvre ensuite ces idées au quotidien. C'est comme ça que l'humanité et le mental peut être intermédiaires par son mental du plan d'amour, par les idées qu'elle va capter et les mettre en œuvre jusqu'en bas. Donc, voilà au niveau du mental, et je vous disais comment faire nous-mêmes pour accompagner cela et travailler cela. Eh bien, on pourrait dire, on peut pratiquer à la fois toute l'année. Il y a deux types de travail qu'on peut faire. Un qu'on peut pratiquer toute l'année, quasiment, et un qu'on peut peut-être faire particulièrement dans le mois du Bélier. On va y revenir. Celui qu'on peut pratiquer toute l'année, c'est la notion d'apprendre à reconnaître des idées. Et puis l'autre, on verra, ça sera d'aller beaucoup plus loin, plus abstrait, c'est de remonter à la source des idées. On va y revenir. Donc reconnaître des idées, ça va se faire, justement, le Bélier nous y propose, en pratiquant justement le silence. Et le silence, sur quoi? Le silence sur nos petites idées, dont on a un peu parlé tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle souvent des opinions. Rien de tel qu'un schéma pour comprendre ça. Alors, essayez pas de le comprendre d'un coup. Michel nous a fait un beau schéma, parce que c'est moi qui le fais, c'est moins propre que ça. Donc, essayez pas de le comprendre, on va le faire comme si je l'écrivais petit à petit. Donc, en haut, on va dire, il y a notre Dieu local, l'être planétaire, donc avec cette loi d'amour, son plan d'amour, et puis, du coup, avec les lois, on va dire, subsidiaires. Et là, c'est le mental, cette antenne, on va dire, sensible, qui va capter donc ces vibrations, c'est des vibrations, et qui va donner justement des idées chez les penseurs dans l'humanité. On avait parlé d'idées de fraternité, par exemple de paix, d'égalité. Donc qui sont forcément globales, puisqu'elles sont issues de lois elles-mêmes globales. Elles sont forcément impersonnelles. Le problème, c'est que nous, quand on n'est pas polarisé mentalement, en fait, quand on est polarisé émotionnellement, c'est la voie ici de gauche, émotionnellement, donc on va dire plus moi, on est sensible à ces idées, mais on n'y est pas sensible mentalement. On y est sensible émotionnellement. C'est-à-dire que on va pas être sensible à l'idée elle-même, on va pas tellement s'intéresser à l'idée elle-même, on va s'intéresser à nous. On va s'intéresser plus à l'effet que l'idée me fait, à l'effet de l'idée sur moi. On va avoir peut-être plus un accord émotionnel ou un désaccord émotionnel avec l'idée. C'est j'aime ou j'aime pas cette idée, mais pas une recherche mentale, pas un rapport mental avec l'idée. C'est un rapport très émotionnel. L'idée, c'est presque comme si on l'avait oublié. Mais par contre, ce que l'idée me fait, moi, mes sensations personnelles, émotionnelles, c'est ça qui devient important. Donc ça donne des vibrations. Toute cette émotion par rapport justement aux idées, eh ben, ça donne des vibrations particulières. Et ces vibrations vont justement impacter le mental. Et avant qu'elles impactent le mental, on peut dire que ces émotions par rapport à n'importe quelle idée, eh ben, elles vont dépendre de notre vie personnelle, elles vont dépendre de nos goûts, elles vont dépendre de notre culture, elles vont dépendre de notre éducation, peut dépendre de nos peurs, de nos traumatismes, de tous nos goûts personnels. C'est pour ça qu'on va y être, tous les individus que nous sommes, eh ben, on va y réagir personnellement très différemment. Moi j'aime parce que si, moi j'aime pas parce que ça. Moi, oh ben non, puis moi ça me rappelle, en fait non, la paix, oh non laisse tomber, ça mes parents parlaient que de paix, oh, c'est insupportable, oh non, moi je ne peux pas autant de paix. Je suis d'ailleurs, bon, moi, donc voilà, chacun réagit, ou non au contraire, non, moi la paix, je trouvais que j'ai vu un beau reportage sur la paix, je trouve que c'est vraiment bien la paix. Bon, mais c'est ce que ça me fait. Et ça, tout ça va
impacter forcément le mental, puisque le mental va être sensible à ces vibrations-là, et ça va donner des pensées. Alors j'allais dire des idées, c'est pas des idées, ça va donner des pensées, mais qu'on appelle justement des opinions. C'est ça qu'on appelle des opinions. En fait, c'est des vibrations, des réactions émotionnelles à une idée. Et qui sont mises en pensée. Et en fait, même si à la base il y a une idée, elles n'ont quasiment plus rien à voir, à part le mot, à part la forme, avec l'essence, avec la qualité, avec la signification, avec la direction de l'idée, avec ce que contient fondamentalement l'idée. Autant là, elles étaient globales, impersonnelles, elles parlaient d'ensemble, autant là, ça devient quelque chose de complètement personnel, partial, partiel, partisane aussi, donc forcément fausse. Autant ça, c'est les idées par rapport à un ensemble, elles sont vraies, autant les opinions peuvent être que fausses puisqu'elles sont complètement partielles, partiales et personnelles. Et c'est assez énorme parce que, quelque part, c'est 90% de la pensée mondiale, ça. Autant, il y a certains penseurs qui travaillent vraiment avec les idées, mais en général, nous, quand on n'est pas éduqués à cela, eh ben, on travaille avec les opinions. On travaille avec les opinions et c'est l'ensemble de ce qu'on appelle la pensée mondiale. Et ça a des effets parce qu'on crée à partir de là. On va créer à partir de nos opinions. On va, par exemple, justement, c'est ce qu'on peut appeler le bélier inférieur, qui a une puissance comme ça de créativité qui est très symbolisée dans ce bélier-là, ce signe, on dirait que ça va en bas, ça veut créer avec une impulsion comme ça. Dès qu'il a une pensée, le bélier, dès qu'il a une pensée, il faut que je crée quelque chose. Et nous, c'est un peu pareil. On peut avoir une pensée, des opinions, et on va créer à partir de là. Ça donne cette frénésie de créativité, on va dire presque inintelligente, que l'on trouve de partout, un peu impulsive comme ça. L'autre notion du bélier, puis à partir de là, avec nos opinions, on va y croire dur comme fer, et puis ce côté impulsif fait que, on va impulsif et puis des œillères. On dit que le bélier il fonce comme ça, puis il a des œillères, il a une vision à court terme et puis il fonce à fond et il a des certitudes. Il va s'enfermer dans ses opinions et puis il va même jusqu'à se battre. Il va peut-être combattre pour ses opinions, pour ses certitudes. Et puis il lâche pas le manteau jusqu'à ce que ça cogne, et puis il tombe, puis il se relève, et puis il retape. Et c'est souvent, c'est ce qu'on fait. On est avec nos petites certitudes, nos petites opinions. On le voit dans les débats télé, on le voit des fois entre nous, on le voit en politique, on le voit partout, où chacun a des opinions sur les choses et se bat par rapport à ça. Et ça crée comme ça un bruit absolument énorme. Et pourtant, derrière, c'est au nom de la liberté, au nom de la paix, au nom de n'importe quelle idée. Mais ça reste des opinions. Oui, même par exemple, si on prend l'idée de fraternité, ben voilà, par exemple, quelqu'un émotionnellement qui dit ah oui, moi la fraternité, j'aime bien, ça me plaît la fraternité, mais tout de suite, ben, je vais avec cette impulsion comme ça, je vais créer un centre, une communauté où on pourra vivre en fraternité, ensemble, justement sans aucun désaccord, en harmonie tous. Oui, mais est-ce que tu es sûr que c'est ça la fraternité? Oh oui, c'est ça la fraternité, de toute façon, c'est ça, il n'y a pas de conflit, on est frères, et puis tous frères. On n'a jamais vraiment réfléchi sur ce que c'était la fraternité, mais c'est notre opinion sur la fraternité. Est-ce que tu penses que vous ne pas vous couper les autres par rapport à ça comment tu veux juste vivre entre vous oui, non, mais c'est important. Oui. Voilà. En tout cas, on voit cette déformation qu'il peut y avoir par rapport à ce que pourrait être, parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir sur ce que ça peut être. D'où l'importance du premier travail, déjà de faire silence sur nos opinions. Déjà prendre conscience qu'on a des opinions et faire silence sur ces opinions. Alors silence, c'est pas un silence vide, un silence où il n'y a rien, parce que la nature n'aime pas le vide. Si on fait un silence vide, tout de suite, nos habitudes d'opinion personnelle vont reprendre le dessus. C'est un silence plein. C'est un silence qui va nous permettre de se décentrer. C'est un silence qui va remplacer en fait l'émotionnel par le cœur. C'est comme un silence qui va opérer, qui va laisser la place
à, à la présence du cœur. C'est important, si on veut faire un travail en fait pour remonter vers les idées, un travail mental pour remonter les idées, de repartir à partir d'un état d'être de cœur, d'un état d'être d'âme. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, on prend le temps de cela, dans le silence, se recentrer au niveau de l'âme, se recentrer au niveau de l'ensemble. Peut-être justement, silence, ça pousse, sentir que, tiens, il y a l'amour, il y a l'unité qui pousse, même si j'arrive pas à le percevoir vraiment bien, mais je sens qu'il y a cet amour qui pousse de partout et je me sens relié à cet ensemble. Ça me met déjà dans une autre ambiance. À partir de là, on peut commencer un travail mental. À partir de là, justement, on peut commencer à se relier aux autres penseurs. C'est-à-dire à se relier à tous les vrais chercheurs de vérité, tous ceux qui pensent, tous ceux qui cherchent justement à travailler avec le monde des idées. Parce qu'il ne s'agit pas de faire ce travail seul, bille en tête, comme le bélier, et puis moi je suis tout seul, je fais mon travail. Non, c'est ok, prendre conscience qu'ensemble on va faire un travail, qu'il y a un mental collectif auquel on peut participer et on peut être actif collectivement. Donc c'est justement en se reliant au cœur et à l'ensemble et ensemble à tous les penseurs que justement ce qu'on appelle aussi à cette notion de mental de cœur. Et là donc on entame ensemble justement la reconnaissance de l'idée. C'est-à-dire que je vous dis, hein, c'est des idées qui sont déjà présentes. C'est un travail qui a à faire sur les idées qui sont déjà présentes, comme je disais, la notion peut-être de fraternité ou d'égalité ou de paix, voilà, ou d'autres. Et la reconnaissance de l'idée, en fait, c'est important de la concevoir, je disais, comme un être, l'idée. Comme un être, comme quelque chose de vivant. C'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas seulement un mot. Le mot, c'est sa forme extérieure. Mais en fait, c'est comme une sorte de paquet cadeau qui contient une qualité, qui contient un sens, qui contient une signification particulière, qui contient une intention directrice, un projet directeur. C'est vivant, c'est plein, c'est le fragment, n'oubliez pas, c'est le fragment d'une loi. Donc c'est déjà énorme. Et nous, on les réduit énormément. On ne prend pas le temps de rencontrer. C'est une vraie rencontre, comme on voudrait rencontrer un être. Des fois, c'est ce qu'on fait avec des êtres. On peut dire, oh, c'est bon, j'ai besoin de le connaître. Non, un être, derrière, il y a une qualité. Il y a vraiment quelque chose. Il est porteur de quelque chose de fondamental, d'une vibration particulière. L'idée, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment se mettre dans cet état d'esprit, euh, dans cet espace intime avec l'idée. Et ensemble, du coup, il y a un travail mental qui peut être fait sous forme de questions. C'est comme ça aussi qu'on met en route le mental. C'est-à-dire qu'on questionne l'idée. On dit, mais qui es-tu? Qui es-tu dans la rencontre? Alors, c'est pas juste qui es-tu, puis on y répond tout de suite comme ça. En fait, c'est une sorte de dialogue entre un mental qui pose des questions, mais qui n'y répond pas tout de suite avec notre mental concret, nos certitudes et nos opinions. C'est-à-dire qu'on pose des questions parce qu'on s'intéresse à l'idée, comme si on posait des questions à un être. Qui es-tu? D'où viens-tu? Voilà. Et là, mais par contre, la réponse, elle va venir par une écoute profonde, par un vécu, à son contact. Ben, on va élaborer une réponse parce qu'on est aussi collectivement, on est au sein de l'âme, et le contact va faire que on va sentir justement une vibration. On va sentir quelque chose et on va pouvoir avoir une sorte de réponse. On ne va pas avoir une petite voix qui va nous dire, c'est nous-mêmes qui allons répondre à ça, mais voilà, dans un état d'être, d'ensemble, de cœur et au contact de l'idée, eh bien, on a des fois des réponses auxquelles on ne s'attendait pas. C'est chercher les réponses qui vont s'élaborer ensemble à son contact, les plus élevées qu'on puisse avoir. Et ça, c'est tout un travail, c'est toute une sensibilité. C'est vraiment créer un espace intime et presque dialoguer et essayer de chercher. Mais par exemple, par rapport à la notion de fraternité, on peut poser des questions. Si on s'intéresse à la fraternité, il y a des questions qui nous viennent. Par exemple, mais d'où vient même la fraternité? Si on parlait de loi, de quelle loi elle émerge? Alors là, peut-être on a dit la loi d'amour, mais est-ce qu'on sent ce lien avec la loi d'amour? Et puis, par exemple, quelle est la différence entre justement l'unité et la fraternité? Puisque c'est pas le même mot, c'est pas la même idée, c'est pas la même chose. C'est une question, mais
Et on peut peut-être chercher, écouter ensemble et essayer d'élaborer une réponse qui soit intéressante et élevée. Ou peut-être la différence entre la fraternité et l'amitié. Ou la fraternité, cette fraternité-là dont on parle, et la fraternité telle on la vit en fraternité de sang, dans une famille physique. C'est quoi la différence? Quelle différence il y aurait? Et puis peut-être il y a d'autres questions qui peuvent venir par rapport à ça. Je sais plus, j'avais noté comme ça en y réfléchissant d'autres questions, mais oui, d'ailleurs, est-ce que cette fraternité, elle se limite à l'humanité? C'est vrai que ça fait évoquer un peu l'humanité, la fraternité, mais est-ce qu'elle se limite à ça ou est-ce qu'elle peut aller plus loin que cela? Réfléchissons, sentons et expérimentons intérieurement. Et puis, comment elle s'accorde, par exemple, cette fraternité, avec tous les désaccords qu'on peut avoir, par exemple, avec certains humains, des désaccords profonds? Comment cette notion de fraternité, qui est apparemment globale, peut s'accorder avec justement nos désaccords profonds? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose par rapport à ça? Donc, est-ce que c'est limité? Et est-ce qu'on peut, exemple, dans ce travail qu'on peut faire avec une idée, est-ce qu'on peut ressentir justement cette notion de fraternité à- là, dans l'instant présent, avec tout ce qui nous entoure? Est-ce qu'on peut l'expérimenter? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça donne? Et qu'est-ce qui change, contrairement à ce qu'on a l'habitude? C'est des genres comme ça de petites questions et des temps de silence pour prendre le temps d'y répondre au contact de l'idée et de tous les penseurs qui cherchent. Et là, il peut y avoir des choses, on peut être justement enseigné par cette idée. Là, c'est un travail mental, on commence à reconnaître ce qu'il y a derrière l'idée, quelle idée, ce dont elle est porteuse. Ce qui n'a rien à voir, là, c'est vraiment une remontée, une pensée abstraite qui n'a rien à voir avec le bélier inférieur qui voilà, a un accord émotionnel avec l'idée, et puis à partir de là, bouf, se met à créer. Alors c'est sûr qu'en ce moment, on n'a plus les remontées mécaniques, mais on a les remontées de la pensée abstraite. Donc on a un peu plus de temps pour travailler par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, à partir de ce qu'on va vivre au contact de cette idée, de ce qu'on va découvrir, eh ben, c'est comme ça en fait que les idées se précipitent sur la Terre à travers nous. Parce que si personne ne fait ce travail, ou s'il n'y a que quelques grands penseurs, ben les idées, elles restent dans ce nuage-là, un peu élevé, là, dans la pensée des... Mais du coup, elles ne touchent pas, elles ne nous touchent pas vraiment. Et du coup, le fait d'y aller, et d'y aller en groupe, et maintenant que l'humanité est de plus en plus mentale, elle a la capacité de faire ça, elle a le temps, elle a l'énergie, en tout cas, de plus en plus de personnes l'ont, et bien, quand on fait ça, et bien justement, on va s'imprégner de cet être-là, on va s'imprégner de ses qualités, de ce qu'on a vécu, et c'est comme ça que ça se précipite à travers nous, et ça peut vraiment descendre de haut en bas. Et à partir de là, ça va changer les structures, les lignes de nos pensées qui étaient structurées, et on va penser différemment, on va agir différemment, et on va surtout agir en fonction d'un plan d'idées différentes. On va plus, de moins en moins agir en fonction d'idées personnelles et d'opinions, mais de plus en plus, on va agir en fonction d'idées qui viennent du plan d'amour. C'est comme ça que le plan d'amour peut se manifester sur la Terre. C'est pas attendre et espérer ou prier qu'un jour le plan d'amour se passe à travers nous. C'est à nous d'aller rejoindre et faire ce travail mental pour que ces idées-là puissent advenir. Donc ça, c'est absolument énorme de comprendre ça. C'est vraiment ce que nous propose le billet, de comprendre l'importance du plan mental. Et c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est comprendre le rôle de l'humain par rapport à ça. Je vous rappelle que dans notre conférence qu'on avait fait l'année dernière, l'humain qui est symbolisé fondamentalement, l'idée d'ailleurs qu'il y a derrière la forme de l'humain, et le symbole, c'est une étoile à 5 branches qui représente le mental. L'idée, sa caractéristique, sa spécificité particulière, c'est le mental. On doit apprendre à travailler avec cela. Ça, c'est le premier travail qu'on peut faire toute l'année.
Et tout le temps. Apprendre ça, ça demande du temps et ça demande plusieurs vies d'éduquer ce mental. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait des groupes, des ateliers, des choses comme ça. C'est pour éduquer aussi notre mental à cela. Et c'est pas une mince histoire et on n'est pas de trop de se mettre à plusieurs pour cela parce que seul des fois chez soi, quand on n'a pas l'habitude, c'est loin d'être facile. Donc voilà le premier travail qu'on peut faire. Le deuxième travail, qui est, on va dire, plus abstrait, qui ne concerne pas les idées qui sont déjà descendues à un certain niveau, il va concerner beaucoup plus la source d'où les idées proviennent. Et ce travail correspond justement à la période dans laquelle aussi le signe du bélier se trouve, qui est la période du printemps. C'est-à-dire cette période, si vous vous souvenez, dans le cycle à 4 temps qu'on avait fait en début d'année, et bien, il y a le cycle des 3 mois d'hiver, les 3 mois de printemps, 3 mois d'été, 3 mois d'automne. Et les 3 mois de printemps, c'est là où donc le bélier, le taureau et le gémeaux, c'est là où se trouvent c'est le temps fort de l'année, c'est là où se trouvent les 3 fêtes spirituelles majeures. C'est-à-dire qu'avec le bélier, c'est la fête de l'Occident, avec la fête de Pâques, reliée au Christ. Avec le taureau, c'est la fête de l'Orient, avec la fête du Vésak, reliée au Bouddha. Et avec les Gémeaux, c'est la fête qui synthétise les deux, avec la fête de volonté de bien. C'est un moment fort de l'année parce que c'est le moment justement de contact, on appelle le contact. C'est là où les énergies les plus subtiles peuvent être contactées. Toutes les vibratoires, toutes les vibrations les plus subtiles, les vibrations justement de l'être planétaire, de son intention, peuvent être captées et traduites en idées. C'est ce moment où justement le mental de l'humanité peut être fécondé ensemencé, impressionné par ce courant d'énergie, ce canal qui s'ouvre au moment du printemps, et notamment au moment, toute la semaine, des pleines lunes, des 3 pleines lunes. Donc, c'est un déversement de lumière, de vibration, comme une porte qui s'ouvrait. Et là, si le mental est présent, s'il y a un récepteur qui réceptionne cette lumière, si on se donne les moyens de cela, eh bien, on peut commencer à capter les idées qui façonneront le futur de l'humanité. Il y a toujours eu de tout temps des gens qui ont fait ce travail-là. Mais maintenant, on peut commencer à le faire en masse, en groupe, parce qu'on a le temps, l'énergie pour beaucoup de gens d'entre nous. Et cette entreprise-là, ce deuxième travail-là, demande plusieurs conditions. Et la première pour que ça fonctionne, la première condition, c'est le motif. C'est-à-dire que le moteur qui doit nous pousser à faire ce travail-là, il ne faut pas du tout qu'il soit personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas pour son bien-être à soi, personnellement. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non. Le motif qui doit nous pousser à faire ce travail de réceptivité, c'est le bien de l'ensemble. Il faut s'imaginer que ces énergies qui vont descendre au moment de ces périodes de contact et au moment de ces semaines de pleine lune, c'est des énergies c'est de l'être planétaire, c'est l'intention de l'être, de l'âme planétaire. C'est sûr qu'elle ne s'adresse pas juste à un individu, c'est une évidence. Elle s'adresse à l'ensemble des règnes sur la planète. Les minéraux, végétaux, animaux, humains, dévas, l'ensemble des règnes. Donc, déjà partir avec ce motif-là, c'est essentiel. La deuxième condition, c'est la notion qu'on appelle d'invocation de groupe. Invocation, qui dit invocation, invoque, on dit c'est une demande, comme une demande. Et je vous dis, bien sûr, on ne demande pas pour soi personnellement, mais on ne demande pas non plus, j'allais dire, personnellement pour le groupe. Ce n'est pas moi personnellement qui vais invoquer, demander, réceptionner pour le groupe. Je vous dis pourquoi ça n'aura absolument aucun effet. Il faut s'imaginer combien cet être planétaire, ce Dieu local, déjà, comme je disais, il s'occupe de l'ensemble des règnes, donc il a une vision extrêmement globale au sein de la planète. S'il y avait juste un individu comme ça, il ne verrait pas, mais même au niveau de sa sphère d'activité, il relationne aussi avec son environnement. Son environnement, c'est les autres planètes, c'est le système solaire. Il a une activité qui nous dépasse complètement au niveau de sa méditation, au niveau de ses contacts et ses relations. S'il y a un individu ou deux comme ça qui demande même pour l'ensemble, même pas ça éveille son intention. Par contre, s'il y a une demande formulée en tant que groupe, en tant qu'ensemble, ce n'est pas un petit point lumineux sur la planète, ça devient un centre lumineux qui s'éveille, qui s'anime, et qui peut susciter justement l'intérêt et l'attention de cet être planétaire.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand il y a tout un groupe qui se met à cela, là ça éveille et le contact peut se faire. Ce qu'on appelle une invocation de groupe, et il peut y avoir du coup une réponse, on appelle une évocation par rapport à ça. C'est la science qu'on appelle de l'invocation et de l'évocation. Et pour ça, il va falloir apprendre, un peu pareil comme on disait tout à l'heure de cette reliance au penseur, mais là, ce n'est pas seulement au penseur, c'est déjà prendre conscience que l'ensemble des vies planétaires, elle exprime alors très des fois maladroitement, très instinctivement, très émotionnellement, d'autres plus mentalement, mais qui a un ensemble qui exprime cette demande, cette invocation d'évolution, même au niveau des règnes subhumains. Le minéral, je vous renvoie aux conférences La Terre vue du cœur, où on a vraiment vu chaque règne, minéral, végétal, animal, humain, cinquième règne, où on voyait presque cette évolution inhérente, c'est comme une demande d'évolution même du minéral, qui passe du simple caillou aux pierres semi-précieuses, aux pierres précieuses, et ça demande à évoluer. Le végétal, des petites mousses aux arbres, en passant par les fleurs et les céréales, les animaux qui passent des instincts vraiment animaux et sauvages aux animaux domestiques. L'humain qui cherche les plus justes relations. C'est se relier à tous ces groupes-là qui cherchent, qui demandent, plus ou moins consciemment, une évolution. Même aux gens qui le demandent de manière très maladroite, mais qui veulent être mieux dans leur vie, qui veulent avoir de plus justes relations, d'autres qui prient pour que les conditions s'améliorent sur la planète, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est des moments où on peut se relier tous ensemble, et puis tous ceux qui méditent mentalement, et on peut le faire justement de se relier ensemble. Et là, il y a une demande collective. Et c'est vrai que je vous ai cité le mot de prière, mais c'est un peu comme une prière finalement, ce moment d'invocation. C'est comme on retrouve la même puissance que dans le moment de la prière. Sauf que c'est avec une attitude mentale. C'est là la différence. Et la différence aussi, c'est que c'est une attitude mentale où on cherche du coup à comprendre, à saisir, on va dire, à écouter attentivement, mentalement, ce qui cherche à descendre, ce qui cherche justement à s'imposer, ce qui cherche à s'imposer comme loi d'amour et comme idée fondamentale. Donc là, il y a une attitude mentale. Et l'autre différence avec la prière, c'est qu'on ne reste pas extérieur. Nous, on est des petits humains, des pauvres, avec un Dieu extérieur. On cherche à contacter, un peu comme à l'idée, à rencontrer ce Dieu local, cette âme, ces lois, et presque à un moment donné, à fusionner, à devenir cela. Et c'est là que ces vibrations vont vraiment transformer, vont vraiment pouvoir se déposer. Donc vraiment une invocation de groupe. Et j'en arrive du coup là à traiter un peu la troisième condition, que j'ai un peu introduit en vous disant ça, qui est de maintenir fermement le mental dans la lumière et dans le silence. C'est-à-dire vraiment, ensemble, il s'agit dans la lumière de quoi? Dans la lumière de cet être global. Et de vraiment le dire, parce que si on ne le maintient pas, il n'y a rien qui peut s'imprimer. En fait, on dit que c'est un système d'impression. Cette lumière s'impressionne. Exactement comme les imprimantes laser. Les lasers, c'est l'impression par la lumière. Mais là, c'est pareil. Il y a un moment donné, il y a une impression qui se fait sur la plaque sensible qu'est le mental. Imaginez une impression laser où la feuille n'arrête pas de bouger. Vous allez voir l'impression qu'il va y avoir. Ça ne peut pas s'imprimer. Il n'y a pas d'impression possible s'il n'y a pas une surface d'impression silencieuse, calme, fermement maintenue. Nous, en tant que bélier, et principe bélier, on s'agite à droite à gauche, on a un truc, puis surtout au printemps. Au printemps, ça va bouger, les jardins, les activités, voilà, la chaleur, on va brasser dans tous les sens. Mais c'est aussi important, si en tout cas on veut participer à ce projet, à ce plan planétaire, d'apprendre et avoir des moments de maintenir fermement le mental dans la lumière et dans le silence, ce mental collectif, pour se laisser impressionner par cela, se laisser ensemencer par les idées qui cherchent à descendre. Et la dernière condition, c'est la notion, c'est une notion qui n'est pas facile non plus, et ce n'est pas les gens qui ont des énergies béliers qui vont me contredire sur ce point, c'est la patience. Les béliers sont souvent très très impatients. Mais bon, comme je vous dis, je répète tout le temps, on est tous, c'est des principes et on l'est tous nous-mêmes. La patience parce que dans cet exercice d'impression collective, eh bien,
il faut vraiment réaliser que, comme je disais, c'est un ensemencement. C'est comme au printemps, en fait, c'est comme des vibrations, des graines qui vont se déposer dans le mental collectif, exactement comme au printemps, quand si vous faites un peu de jardin, vous déposez des graines dans le sol. Mais vous savez très bien que si vous le déposez le matin, vous n'allez pas vous lever le lendemain matin et puis d'un coup avoir déjà la fleur et tout ça. Mais là, c'est pareil. Le fonctionnement du mental, là, c'est un moment de téléchargement, de fécondation, d'ensemencement. Mais les graines, on ne les aura pas tout de suite. Les fleurs. Les pousses, elles vont venir. Les pousses, elles vont peut-être 3 mois, peut-être en cancer, justement. L'autre signe, le début d'été, il commence à avoir une distribution, quelque chose qui va émerger ou qui va commencer à émerger. Et puis on pourra à partir de là, même après, les intégrer, puis en faire vraiment quelque chose aussi en automne avec la balance. D'ailleurs, on reverra le lien qu'il y a entre le bélier et la balance, la mise en œuvre vraiment de cela dans le quotidien et dans la société. Et donc du coup, cette patience, parce qu'il faut pouvoir le maintenir même si on n'a rien sur le coup, il faut être patient. Et le pire, c'est que même plus tard, c'est peut-être même pas nous qui allons récolter les fruits ou les fleurs. Ça va peut-être se voir chez d'autres penseurs dans le monde. Et nous, on aura l'impression de rien avoir. Mais c'est pas grave. Il faut se rappeler que c'est une histoire collective. Finalement, il n'y a pas tant autres penseurs, c'est un mental collectif. C'est simplement que ça s'est libéré là, ça s'est libéré. C'est comme si ça avait semé un peu dans plusieurs endroits. Là, ça a poussé. Et puis une fois c'est là, puis une fois c'est l'autre. Puis peut-être que justement, il y a des penseurs qui sont un peu plus entraînés que nous à interpréter ces idées, à faire ce travail mental qui passe plus de temps. Donc forcément, eh ben, ils ont plus l'habitude, donc du coup, ça se décode. Puis ils vont peut-être le partager à travers des bouquins, à travers des médias, à travers n'importe quel autre moyen. Mais c'est pas grave. S'il n'y avait pas eu toute la présence de tous les autres, on a du mal de se rendre compte, tout le travail en coulisses, la participation de toutes ces personnes, qui fait que même ces groupes de penseurs, ou ces penseurs qui paraissent isolés, mais en fait n'auraient pas pu avoir les idées s'il n'y avait pas eu cette invocation commune. Donc c'est un travail collectif, ça. Ça, c'est important de le réaliser. Mais ce qui va être intéressant, nous, même si nous on ne les a pas peut-être personnellement, c'est d'apprendre à les reconnaître quand elles émergent. Si on est à l'écoute de ce qui se passe dans la société, on va voir, dans tel groupe de penseurs, telle conférence, là, il y a une idée intéressante, une idée qui parle du futur de l'humanité, qui est peut-être justement à reconnaître, à faire du coup le premier travail de reconnaissance des idées. Si nous, on n'est peut-être pas eu, on a participé, mais on n'a pas eu nous, mais tiens, chez d'autres, les reconnaître et faire tout ce travail, pas avoir des opinions par rapport à ça, mais apprendre à les reconnaître, les retravailler. C'est comme s'ils nous les mettaient à disposition pour qu'on puisse faire le travail de reconnaissance des idées et de les charger, les rendre vivantes pour qu'elles puissent se précipiter et à partir de là mettre en œuvre quelque chose par la suite. Et c'est même vraiment intéressant parce que plus on va rythmiquement, régulièrement se donner et se hisser à ces niveaux de vibratoire, comme on disait, c'est comme au niveau des idées, ça va nous transformer. On va commencer à être en affinité avec ce genre de vibration, de cette loi d'amour, de cet être fondamental, de ce plan qui commence à se mettre en œuvre, ou qui a toujours, depuis longtemps, mais qui se met en œuvre. Eh bien, ça va nous transformer et on va reconnaître de plus en plus facilement dans la jungle de toutes les idées qu'il y a partout, de toutes les opinions qu'il y a partout, où souvent on ne sait plus trop quoi penser. Il y a plein de gens qui disent, mais quoi penser là en ce moment? J'entends ça, j'entends ci, et puis il y a ça, et puis il y a telle idée, telle idée. On ne fait pas la différence entre opinion et idée, mais les gens sont perdus. Mais plus nous-mêmes on va se relier à cette énergie-là, automatiquement on va reconnaître la signature, la vibration, la signature lumineuse, la vibration de cette énergie dans les idées qui vont émerger. On va reconnaître celles qui s'en rapprochent, celles qui s'en éloignent et celles qui sont complètement déformées. Et on va pouvoir choisir et vraiment discerner lesquelles sont dignes vraiment d'intérêt et sont bons pour l'ensemble et avec lesquelles on peut vraiment faire ce travail de reconnaissance. Du coup, tout ce travail-là ne sera pas non plus fait pour rien. Donc ça, c'est vraiment un travail collectif fondamental. Donc voilà ce que nous propose cette énergie bélier. Et du coup, pour conclure, donc ces conférences qui font partie du cycle le zodiaque force de proposition,
Donc chaque mois, chaque énergie nous propose justement de travailler certains thèmes comme ça, et ça donne des propositions, des solutions justement aussi aux problèmes de nos sociétés. Et c'est intéressant de voir combien des problèmes qui sont reliés aussi à nos déformations un peu de chaque signe. Comme on disait par exemple, on, on l'a fait beaucoup avec les autres signes, mais par exemple cette notion de plan, elle va amener comme proposition, comme solution, tous les problèmes d'une société qui sont liés à une négation d'un plan. Une négation d'un plan d'ensemble, d'un plan commun. Dans la société actuellement, on renie le fait qu'il y ait un plan. Et du coup, à partir de là, ça pose des problèmes parce que s'il n'y a pas de plan, eh ben on fait ce qu'on veut. On fait selon notre plan. Ça, c'est le problème du bélier. Hein. Le bélier, c'est relié à chaque signe, est relié anatomiquement. On a vu le Capricorne au genou, le Poisson au pied, le Capricorne à la tête. Le bélier, pardon. Le bélier à la tête. Eh bien, on n'en fait qu'à sa tête. Le bélier, il a tendance à faire qu'à sa tête. Mais dans la société, c'est la même chose. On n'en fait qu'à notre tête selon notre projet personnel. Et surtout, non, pas de plan. Il n'y a que le plan de l'homme qui compte. Un plan plus grand, non. Ou alors c'est un plan tellement c'est impénétrable, donc on ne peut rien en dire, on ne peut rien en faire. Non, non, Bélier dit, non, non, on ne parle pas d'un plan impénétrable, on parle d'un plan pénétrable qui a lieu actuellement sur la planète, dont on peut en saisir tout doucement les contours et la direction. Et d'ailleurs, le Bélier, justement, de plus en plus, quand il travaille avec le monde des idées et du plan, il prévoit. Prévoir, c'est prévoir, voir avant. C'est intéressant. Le Bélier supérieur voit avant. C'est-à-dire quand tu travailles avec le monde des idées, tu vois avant que ça ne se manifeste, tu vois ce que ça va donner. Alors pas dans l'exactitude des formes, mais tu vois le destin de l'humanité. Tu vois vers où elle va. Tu as une vision à long terme. Contrairement au Bélier qui fonce, qui a une vision à court terme, et notre société qui a une vision à court terme, qui répond aux problèmes que à court terme, sans se poser une question fondamentale d'une direction lointaine, et du coup, avec toutes les étapes qui nécessitent cette direction. Non, nous, on répond à nos problèmes d'une manière complètement impulsive, comme le bélier impulsif. Ah, il y a un problème, on y répond tout de suite. Mais du coup, on n'a pas cette vision à long terme et cette direction. Le problème de nos sociétés, des gouvernements qui sont en politique, qui devraient normalement avoir le sens de la politique, le sens du long terme et de la vue, de la direction. Mais du coup, comme on n'a pas ce sens global, ben on se précipite sur des petits sens. Et dès qu'on a un petit sens à côté, on est tout content, on a l'impression de remplir notre rôle de politicien ou de sens. Par exemple, dans cette crise sanitaire, où, ah bah tiens, ça donne un sens de s'occuper de cela, tout ce qu'il faut organiser pour ça et tout ça. Et puis là, tu as l'impression de... Mais, mais c'est un sens complètement à court terme. On ne se pose pas les questions d'un sens à long terme de cela. Et puis, aussi, ça peut répondre au problème de la créativité complètement, qui est très reliée aussi au bélier, complètement inintelligente et impulsive dans tous les sens. Le fait du bélier qui nous propose de remonter à la source avant de créer, de prendre le temps, de réfléchir qu'est-ce qui est intelligent de faire en fonction de quelles idées à long terme. Mais là, pareil, si on incarne de plus en plus ça, on répond aux problèmes actuels de frénésie, de créativité, de consommation et qui détruisent l'ensemble de la planète et on part dans tous les sens. Donc on sent que c'est vraiment des choses qui peuvent transformer notre société si tout doucement on commence à les mettre en place. Et puis, sur un autre domaine, mais on s'étonne toujours que finalement, ces grandes idées de fraternité, ça peut être même d'écologie, de féminisme, tout ce qu'on a cité, de paix, même ces idées de plan, c'est aussi... Bon, plan, c'est des notions un peu plus hautes, mais que ces idées qui sont communément déjà dans le mental de plusieurs penseurs ne descendent pas ou très lentement. Pourquoi ça, si elles sont là, si ça crée à partir des idées, pourquoi ça ne va pas plus vite? Mais il faut bien s'imaginer, c'est simplement parce qu'il y a peu de gens qui font ce travail de remonter aux idées que propose le bélier. En fait, il faut vraiment comprendre que la vitesse de l'évolution du plan d'amour est à la mesure de notre capacité à avancer et régir du plan mental. J'avance et je régis du plan mental. Plus on sera et plus on le fera, plus ça descendra vite et plus il y aura des effets de ces grandes idées.
C'est pas la faute des idées, c'est la faute, en tout cas c'est la responsabilité de notre capacité à les rejoindre. Ça c'est aussi c'est une autre clé du bélier. Et tout à l'heure, voilà, je vous disais, je revenais sur l'Anthropocène pour terminer. Euh, le, Actuellement, cette entrée en scène de l'humanité sur la planète, elle est vue d'une manière négative, mais un jour, elle sera vue d'une manière bénéfique. Elle sera reconnue, l'arrivée de l'humanité, justement, quand elle aura développé son mental, elle sera reconnue comme bienfaitrice et médiateur du plan d'amour sur la Terre. C'est le rôle, c'est la fonction, c'est l'avenir de l'humanité. Médiateur du plan d'amour sur la Terre, par le mental. Et si ça vous paraît farfelu, ce que je vous dis, eh ben, je vais vous lire un petit bout de texte d'un grand penseur qui était Victor Hugo, qui, à son époque, avait émis une idée qui paraissait bien farfelue à l'époque où il l'a émise. Je vais vous la lire. Et qui maintenant nous semble moins farfelue que ça, presque 200 ans après. Donc c'est à l'ouverture du Congrès de la paix à Paris en 1849, avant la Première Guerre mondiale. Hein. Il dit, un jour viendra où vous, France, Russie, vous, Italie, Angleterre, vous, Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et vos glorieuses individualités, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure. Et vous constituerez la fraternité européenne. Absolument comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace se sont fondus dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Un jour viendra où l'on verra ces deux groupes immenses, les États-Unis d'Amérique et les États-Unis d'Europe, placés en face l'un de l'autre, se tendant la main par-dessus les mers, échangeant leurs produits, leurs commerces, leurs industries, leur art, leur génie, défrichant le globe, colonisant les déserts, améliorant la création sous le regard du Créateur. 1849, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'un penseur qui travaillait et qui voyait l'avenir de l'humanité à partir de l'idée. Maintenant, alors, et puis là, il va encore plus loin, hein, quand il dit améliorant la création sous le regard du Créateur, c'est peut-être pas encore lieu, mais c'est ce qu'on essaie de partager là. Mais déjà, toute la notion d'Europe qui s'est créée, mais il avait déjà la vision, il prévoyait parce qu'il travaillait avec le monde des idées. C'est comme ça que le monde progresse. Donc il ne reste plus qu'à nous rappeler, pour cette période bélier, eh bien, silence, ça pousse.